citez Ludovic Marcos dans son ouvrage sur le rite français qui a déclaré: Dans le rite français, le geste est premier. J'aimerais avoir votre regard sur cette phrase. C'est justement ça, c'est ce genre d'affirmation qui amènerait à dire que on ne peut pas travailler en maçonnerie sans rituel. C'est-à-dire que la gestuelle que nous employons, qui peut paraître ridicule vu de l'extérieur, comme tout rite vu par quelqu'un qui ne le connaît pas, vise à nous mettre dans les conditions de travail et à nous mettre en communication avec les autres. Et une réunion maçonnique où il n'y aurait pas de respect des gestes rituels, de la gestuelle rituelle, tournerait assez rapidement à la réunion du café du commerce. Ça, c'est un classique, hein, c'est une réponse classique. La réponse un peu moins classique, qui vient de Ludovic Marcos, pas de moi, il me disait souvent, je vais régulièrement croiser, il disait souvent que au rite français, le concept va de la main au cerveau et non pas du cerveau à la main. C'est-à-dire on fait et on analyse. Ce qui amènerait à dire aussi que le maçon doit mettre en œuvre ce qu'il dit, parce qu'il ne peut réfléchir que s'il met en œuvre, finalement. C'est-à-dire que pour ne pas être dans la réflexion théorique, il est bien obligé d'agir aussi sur le forum pour pouvoir analyser après ce qui se passe. Alors, vous faites souvent référence au rituel 1785-86 de Rottier de Montalot et vous écrivez: Le rite est un langage, un peu plus loin, mais une langue pour rester vivante évolue. Alors, il faudrait que vous me donniez quelques exemples concrets de ces évolutions de la langue au Grand Orient de France. Et il y en a une qui est celle sur laquelle on est souvent attendu, qui est celle de ce que Guénon appelait la mire initiatique, ou que Charles Porcet appelle le repère architectonique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se donne comme point de fuite pour construire son dessin. Pendant longtemps, on a eu Dieu, au sens du Dieu des chrétiens. On a eu ensuite le grand architecte de l'univers, puis on l'a oublié. Puis est arrivée l'humanité. Au final, c'est la même chose. On a changé la langue, mais il s'agit de s'améliorer pour participer à améliorer l'humanité. Le marquis de Gage disait en 1700, je sais plus, 60, 65, 63, je crois, enfin, le rituel du marquis de Gage, que le devoir d'un maçon était de vivre pour Dieu et de mourir pour lui. On dirait aujourd'hui que son devoir est de vivre pour l'humanité, pour le bien de l'humanité. Au final, c'est la même chose. Il s'agit de se dépasser et de se mettre au service d'un idéal plus grand que soi-même. On a intégré les sœurs, mais, ça aussi c'est un point de clivage souvent. Le Grand Orient a intégré les sœurs, par contre, il n'a pas féminisé les titres. Donc on parle des sœurs, mais on va parler de la sœur trésorier ou de la sœur orateur et pas oratrice. Et Donc là, on n'a pas bougé. la sœur fait partie de l'humanité. La sœur fait partie de l'humanité, donc point final. Voilà. Là, le langage n'a pas bougé. Vous écrivez: les trois premiers grades visent plutôt l'émancipation de l'homme et les grades suivants, dits de sagesse, visent l'émancipation du citoyen. Alors, je vais être taquin. Ma question, c'est: est-ce qu'on peut être considéré comme un franc-maçon citoyen si on s'arrête au grade de maître en loge bleue? Alors, c'est une vraie question qui est souvent débattue. Dans les trois premiers grades, tout est en germe, c'est-à-dire qu'un travail personnel assidu permet de se passer des quatre ordres suivants. Le problème, c'est que ce travail est, tant pis, je vais être un peu critique, ce travail est rarement fait en loge bleue. Les loges des trois premiers grades, les loges symboliques, travaillent au premier grade, toujours. Au deuxième, pour les réceptions.
au troisième pour les réceptions, la préparation des élections et le lavage du linge sale familial. Bien. Et donc le travail d'approfondissement n'est pas fait, par exemple, lorsque on va arriver au premier ordre des maîtres qui ont 3 à 4 ans de maîtrise, ils arrivent avec l'idée que le grade de maître, c'est le deuil. Alors que le deuil, c'est l'entrée dans le grade de maître. Oui. Sortie, c'est comment je sors du deuil et comment je prends mes responsabilités puisque le patron est plus là. Il faut bien que quelqu'un se lève et prenne mes responsabilités. Et ça n'est jamais traité. Ou, allez, non, je ne vais pas être excessif, c'est rarement traité. Il y a peu de loges qui le traitent. Et donc, on en est arrivé dans certains chapitres. En rite français, le chapitre groupe les 4 ordres de sagesse, hein. Il n'y a qu'une structure après la maîtrise. On est arrivé dans certains chapitres à faire des séminaires de formation pour les frères et sœurs qui arrivent, et le sujet, c'est la maîtrise. Voilà. Donc, oui, on peut s'arrêter au grade de maître, il y a tout, à condition de travailler autre chose que les planches sociétales du grade d'apprenti. Voilà. C'est une position que je défends partout, qui n'est pas toujours bien comprise, mais tant pis. Dans le chapitre rite initiatique par rapport au rite politique, vous avez une très belle comparaison entre le rite actuel qui dit je ne sais ni lire ni écrire et le rite de 1785 qui disait je ne dois ni lire ni écrire. Lequel est initiatique et lequel est politique et pourquoi? Pourquoi? Et je dirais que je ne sais ni lire ni écrire. C'est un appel à l'humilité. Ça ne peut être, à mon avis, ni initiatique ni politique. Parce que on attend que la bonne parole arrive du second surveillant ou du vénérable. Ça crée un inférieur et un supérieur. Or, il n'y a pas, pour moi, d'inférieur et de supérieur. Il y a des frères et des sœurs qui sont plus ou moins avancés sur le chemin. Donc, le je ne dois revient à dire je sais, je dispose d'une vérité, d'une vision de la vérité, mais je ne vais pas vous l'asséner comme ça. J'ai employé le terme dialectique, ce n'est pas pour rien. Nous allons discuter et peut-être élaborer une vérité qui va être différente de la vôtre, de la mienne. Donc pour moi, le je ne dois est à la fois initiatique et politique. Alors je ne vous cache pas Bien. que quand je commence une conférence en disant le rite français est un rite politique, il y a du remous, mais j'y tiens. Alors, ma dernière question, Didier, je vais un peu vous taquiner. Vous dites, vous écrivez, le monde profane est en fait le seul réel. Le monde maçonnique est une fiction pédagogique. Je me demande si cette affirmation, ça ne serait pas un carburant pour la suivante, pour cette phrase suivante que l'on entend parfois. Le Grand Orient de France, c'est l'association profane la plus proche de la maçonnerie. Alors, c'est effectivement une petite pique venant de l'extérieur. Je reste persuadé que la réalité est dehors. D'ailleurs, au premier grade, enfin, presque jamais d'ailleurs, au rite français, on se réunit dans le temple. On se réunit dans l'Algeco, le plus souvent, où on est dehors. Euh, mais dans le temple, on y est pour le troisième grade avec l'assassinat du maître qui se fait là. Le reste du temps, on est dans l'Algeco, on prépare le travail. Et les colonnes ouvrent sur le temple, oui, le temple extérieur, sur le forum. Est-ce que le Grand Orient est une secte profane? Allons au bout. Euh, le Grand Orient s'est parfois perdu, sur la Troisième République par exemple, dans la confusion entre le programme politique et le programme politicien. Et ça nous arrive encore de temps en temps, à certains, de confondre les deux. Il me semble que le travail en loge, c'est un travail sur les principes, pas sur les faits.
On peut pas discuter en loge de l'âge de départ à la retraite, c'est pas sérieux, on n'est pas équipé pour ça. Par contre, débattre de ce qu'est une retraite équitable, ça oui. N'oublions pas que nous travaillons sur des principes. Alors, il arrive qu'on entende en loge effectivement des planches qu'on entendait très bien sur le plateau des chaînes d'information en continu où chacun défend son bout de gras. Ça arrive. Le problème, c'est que, comme toujours, on ne voit que ceux qui posent des difficultés. C'est-à-dire pour quelques membres qui ont tout confondu, on oublie les autres qui travaillent sérieusement dans leur coin. Mais ça, je veux dire, c'est partout pareil. C'est dans toutes les structures où on condamne une structure, une institution, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a un de ses membres qui a dérapé. Mais oui, on se laisse parfois envahir par le profane. C'est pour ça que j'insiste sur le rituel de 1785-86. Il est très sobre, hein. Je crois l'avoir écrit. Il est très sobre, mais il met en avant l'essentiel. Sauf que, comme nous disions tout à l'heure, cet essentiel, on ne pense pas toujours à le travailler parce qu'on le croit acquis. Or, nos symboles ont, pour moi, dans ma lecture, toujours une double lecture, justement. Est-ce que c'est uniquement une lecture initiatique, ésotérique, etc. Ou est-ce que c'est, comme le disait Jean-Charles Nerf, qui m'a beaucoup, beaucoup appris, une signification morale? Et dans ces conditions, on traite un peu de profane, un peu d'initiatique, et l'un éclairant l'autre. Ok. Mais je reconnais cette dualité avec les risques qu'elle présente. Eh bien, Didier Moline, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage, qui est un ouvrage de grande lucidité sur les qualités du rite français et d'une grande lucidité car vous êtes capable de reconnaître les défauts qui peuvent exister chez les autres et chez vous. Et ça, pour moi, c'est un signe qui permet de réunir tous les maçons du monde, quel que soit leur rite et leur obédience. À très bientôt. Merci.